Bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce talk Entreprise et progrès qui est centré sur un sujet qui nous passionne depuis des années chez Entreprise et progrès, c'est le sujet de la rémunération. C'est vrai que ça a été traité depuis plus de 50 ans au départ sur le partage de la valeur, on a fait des sujets sur la rémunération des dirigeants. Et voilà, ça nous semblait important aujourd'hui de revenir sur ce sujet à travers deux grands temps sur ce talk. Vous allez pouvoir intervenir en posant des questions directement sur le chat qui s'affiche et vous allez avoir un petit questionnaire aussi, un petit sondage, ce qu'on va vous proposer et sur lequel vous allez pouvoir répondre. Ces deux temps forts, le premier va concerner un angle qu'on a voulu résolument managérial avec 3 pitch parties et le second un peu plus philosophique sur la juste rémunération. Alors pourquoi on a voulu choisir cet angle managérial pour commencer et ces pitch parties? Parce que c'est un sujet crucial qui est au cœur de la relation de travail. Et en réalité, on se rend compte que, alors que ça fait quand même des années, j'allais dire, les contrats de travail tels qu'on le connaît aujourd'hui, on va dire début du XXe siècle, ça fait plus de 100 ans qu'on travaille sous cette forme-là. Pour autant, il y a toujours autant d'opinions très éclairées, on va le voir, avec des avis construits, et pourtant extrêmement divergents. Alors c'est un sujet qui fait quand même le ciment, le climat social de l'entreprise, qui est souvent la première cause des conflits, et qui est souvent incompris. Donc on a voulu vous apporter des éclairages différents pour avancer. D'ailleurs, si on vous pose la question à vous-même, quand on vous dit rémunération, qu'est-ce que vous entendez en tant que dirigeant? Est-ce que vous entendez premier poste de charge fixe ou premier outil de motivation et de performance? Est-ce que vous entendez premier outil de démotivation ou au contraire premier outil d'engagement des équipes? Est-ce que vous entendez première cause de fidélisation ou première cause du turnover? Est-ce que vous vous dites, bon, moi, la rémunération, c'est benchmark, je m'aligne comme tout le monde, ou est-ce que je veux de l'altérité et de la spécificité? Est-ce que vous entendez premier poste d'outil de contrôle des coûts ou au contraire, premier outil de création de valeur? Voilà des sujets, évidemment, dont la vision philosophique va être complètement opposée, mais sur lesquels on va débattre avec nos invités que je vais présenter. Donc, nous avons, alors je ne sais pas comment ça s'affiche sur votre écran, mais en tout cas, Michel Rességuier, qui sera un de nos premiers débatteurs, qui est président de Prosphère, cabinet qui est spécialisé depuis des années, et toi, Michel, et tes équipes, vous prenez le mandat social d'entreprises qui doivent se renouveler, renouveler leur business model, voire se sauver. Et voilà, depuis des années, depuis 2001, tu es intervenu avec tes équipes dans plus de 170 entreprises. Donc, on peut dire que tu as une expérience significative sur le sujet. Et donc, voilà, merci Michel de ta participation. Nous avons Benoît Clocheret, Benoît qui est président d'une très belle entreprise d'ingénierie et de la construction qui s'appelle Artelia, avec plus de 6000 salariés dans le monde, 60% en France, mais 40% à l'international dans plus de 40 pays. Et je crois, Benoît, tu as rejoint en tant que directeur général cette entreprise en 2014 et puis tu en as pris la présidence depuis. Merci Benoît de ta participation. Nous avons Sylvie Fleury. Alors Sylvie qui est dirigeante de Hunted, 2014 aussi. Hunted qui est une plateforme digitale qui connecte les entreprises qui recrutent avec les recruteurs, donc dans un objectif de libération des processus de recrutement. Et Sylvie, tu as une histoire start-upeuse, puisque tu as été aussi auparavant Deputy Managing Director de Mythic, avec toute la période de croissance et d'explosion jusqu'à la revente au groupe Match. Merci beaucoup, Sylvie, de ta présence. Nous avons à l'écran Aline Jacquelet-Duval, qui est avocate en droit social, qui est membre du Conseil d'orientation d'entreprise et progrès. Donc, Aline, on ne te présente plus, merci beaucoup. Nous avons aussi, qui vont nous rejoindre, je pense, dès que la technique est opérationnelle, Jérôme Cohen, qui est fondateur d'Engage depuis 2015, qui est aussi membre du Conseil d'orientation d'entreprise et progrès. Engage, qui est vraiment pour mission d'aider et les citoyens et les entreprises à se saisir de ce qu'on appelle les grands défis du 20e. Un grand défi, c'est l'environnement, la gouvernance, la technologie, la complexité de notre monde, l'éthique entrepreneuriale. Voilà, Engage qui a développé différentes activités, dont Engage Université, Engage Citoyen, Engage Corporate. Donc, merci beaucoup, Jérôme, de ta présence.
Nous avons aussi présent avec nous Thibault Langsade. Merci beaucoup Thibault Langsade, président de Jouve, mais qui est aussi rapporteur sur tout ce qui est intéressant et participation auprès du ministre de l'économie et qui a travaillé sur un rapport dont il nous donnera les quelques éléments clés autour du partage de la valeur. Et enfin, voilà, moi je m'appelle Frédéric Bonneton, je suis aussi membre du conseil d'orientation d'entreprise et de progrès. Je suis entrepreneur, je dirige un groupe qui s'appelle MCR et on a une de nos activités notamment qui est l'accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre des stratégies de rémunération, ce qui explique évidemment ma présence aujourd'hui avec un savoir-faire à la française, peut-être on aura l'occasion de revenir dessus, comparé à tous les modèles anglo-saxons qui nous ont envahis sur ces sujets-là depuis 50 ans. Voilà pour les présentations. Maintenant, ce que je vous propose, si vous avez eu l'occasion d'aller sur le sondage, d'y répondre. Et nous allons commencer les pitch parties. La première étant sur la rémunération variable, en faut-il, n'en faut-il pas, est-ce un outil de motivation ou pas. Ensuite, nous aurons une deuxième pitch partie sur l'actionnariat et une troisième sur la rémunération des dirigeants. Donc, vous pouvez, sur ce premier sondage rapide, répondre si vous êtes pour ou contre la rémunération variable, si vous pensez que c'est un concept favorable ou défavorable dans l'entreprise. Et ensuite, nous attaquerons, j'allais dire, entre guillemets, sur ce sujet. La pitch party se déroule d'une manière assez simple. Nous avons deux participants qui vont intervenir 5 minutes chacun. Voilà. Et après, ça sera à vous de voir si, en fonction des arguments évoqués, vous pensez que vous allez changer d'avis ou pas changer d'avis. Si ça vous va. Voilà, je pense qu'on peut arrêter le sondage. Laure, je ne sais pas si tu nous entends. Est-ce que tu as tiré au sort pour savoir qui allait commencer sur la première pitch party sur la rémunération variable? Tout à fait. Et c'est Michel qui commencera. Eh bien, magnifique. Donc, je vous propose on va rester en caméra puisque Michel, j'ai le grand honneur d'être ton contradicteur sur cette pitch party. Donc, nous allons rester tous les deux à l'écran. Et voilà, je te propose de commencer sur 5 minutes pour nous expliquer pourquoi, à ton avis, c'est une très mauvaise idée de mettre de la rémunération variable dans une entreprise. Donc, nous avons... Je te laisse la parole, Michel. On va commencer. Le son, ça marche pas. Ouais. Voilà, c'est fait. Je voudrais préciser d'abord de quoi on parle, parce que quand j'ai des débats avec Frédéric sur le sujet, et on travaille ensemble dans certaines entreprises, c'est arrivé. Mon point de sensibilité, ma conviction concerne la rémunération variable contractuelle et individuelle. Autrement dit, je ne parle pas ici de l'intéressement, par exemple, qui est une rémunération variable collective et qui me paraît légitime et utile. D'où le sondage, à mon avis, on aurait dû me montrer le sondage avant, parce que ça modifie un peu le truc. Non, mais on est bien sur cette idée-là, Michel. Oui, mais c'est pas grave. De toute façon, l'important, c'est de réfléchir et de partager nos expériences sur ces enjeux. Au fond, ce qui sous-tend ce que je vais essayer de dire en quelques points, c'est que la rémunération juste, c'est quand même ça le thème que tu as donné, Frédéric, à cette table ronde, on ne la connaît vraiment qu'a posteriori de la performance économique des individus et du collectif. C'est-à-dire qu'en réalité, dès qu'on définit en amont des conditions de rémunération, et c'est typiquement le cas quand on définit des indicateurs de rémunération variable à l'avance pour des salariés, et je suis conscient que ça peut paraître très en contradiction avec des croyances partagées par beaucoup d'entre nous, eh bien, je pense que quand on définit a priori les éléments de rémunération variable, on est forcément dans une rémunération injuste. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et encore une fois, je parle de rémunération individuelle. Alors, pourquoi je pense ça? D'abord, le modèle d'entrepreneur, c'est quand même typiquement une rémunération qu'on connaît a posteriori. Si je suis boulanger, je sais combien j'ai gagné à la fin de l'année. Et certes, j'ai quelques indicateurs, est-ce que j'ai vendu plus de baguettes, plus de pain au chocolat, que sais-je, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne dépendent pas de moi.
s'il y a des travaux dans ma rue, je vais être pénalisé. Et puis ensuite, quand ma rue sera belle, je serai avantagé. Voilà, et ça ne dépend pas de moi. Voilà. Donc la réalité, c'est que si je cherche, évidemment, donc il y a un sous-entendu idéologique dans ce que je suis en train de dire. Si je cherche à aider les salariés à être des personnes responsables, des personnes adultes dans la vie de l'entreprise et pas simplement dans leur vie personnelle, ce qui va à l'encontre, à mon avis, de la philosophie du droit social français. Hein, mais bon, je pense que c'est intéressant pour les hommes. Moi. Je crois que ça a créé de la valeur pour les personnes, pas seulement pour l'entreprise. Eh bien, la réalité, c'est que la rémunération juste, je ne la connais qu'a posteriori. Alors, inversement, et c'est mon job ce matin, il faut que je dise pourquoi c'est même néfaste de poser des indicateurs de rémunération individuelle en amont, a priori. La première chose, c'est la création de richesse, elle est d'abord collective, elle n'est pas d'abord individuelle. Et bien sûr que chacun a une contribution individuelle à cette création de richesse collective, mais le pire que j'ai vu, moi, et qu'on voit dans certaines entreprises, c'est la rémunération au chiffre d'affaires. Parce que la vérité, c'est qu'il y a du chiffre d'affaires rentable et du chiffre d'affaires déficitaire. Et combien de fois j'ai vu des commerciaux et même des dirigeants abîmer leur entreprise pour optimiser leur bonus, pour optimiser leur rémunération personnelle. Donc, je crois que là, il y a un vrai sujet de qualité de la vie en société et de vérité de la vie en société. Mon deuxième point, c'est que, je parlais d'a priori, a posteriori, les enjeux fondamentaux, essentiels de l'entreprise, ils varient en fait très, très vite. Vous fixez des objectifs au mois même de mars, mettons, et c'est tardif, au mois de mars 2020 pour l'année 2020, et en réalité, 15 jours après, vous avez un gouvernement qui décide de confiner tout le monde à cause d'un virus. Bon, que le gouvernement ait raison ou tort, ça ne change rien, vous devez gérer ça. Et donc, ce que vous attendez, ce que l'entreprise attend de ses salariés, ce dont elle a besoin de la part de ses salariés, bouge immédiatement. Et vous avez fixé les objectifs, vous les avez contractualisés, et donc l'intérêt du collectif se met à diverger radicalement de l'intérêt de l'individu. Donc ça, je crois que ce deuxième point, c'est extrêmement important. Et le troisième, et pardonnez-moi si je suis un peu provocateur, c'est que je crois que la définition d'objectifs individuels en amont, a priori, relève d'une certaine paresse managériale. Alors, c'est une observation, et évidemment, je ne peux pas généraliser cette affirmation, ça serait très, très malhonnête de ma part intellectuellement, mais je l'ai beaucoup observé. C'est-à-dire qu'au lieu de partager avec la personne qu'on a en face de soi et dont on est en charge en tant que patron, en tant que manager, de partager ses points de progrès, ses points d'amélioration, ses faiblesses, ses forces aussi, bien sûr, évidemment. Et donc, finalement, non seulement sa valeur de marché, oser parler de ça, mais aussi sa valeur de contribution à la création de richesse a posteriori de l'entreprise, eh bien, j'applique une grille toute simple, mathématique, et donc je tue la dimension relationnelle. Et le pire, c'est que j'ai souvent vu, et je terminerai par là pour respecter mes 5 minutes, j'ai souvent vu dans l'application a posteriori, pour le coup, des bonus définis a priori, j'ai souvent vu beaucoup de paresse et beaucoup de favoritisme pour le premier cercle de la cour du dirigeant. C'est-à-dire, après, le salarié vient voir son patron et lui dit « Ah oui, je n'ai pas tout à fait atteint mes objectifs, mais ce n'est pas de ma faute parce que tu m'as demandé ci après ou tu m'as demandé ça après. » Et selon que vous êtes près du soleil ou loin du soleil, bizarrement, et je l'ai souvent observé, encore une fois, c'est sûrement pas le cas des gens qui nous écoutent ici, mais voilà, j'ai souvent observé que si vous êtes près du soleil, comme par hasard, le patron avec sa cour immédiate, il ne veut pas d'ennui et donc allez, il donne le bonus. Et en revanche, si vous êtes loin du soleil, là, il s'en fout un peu et il ne le donne pas et il applique le critère mathématique. Voilà les raisons pour lesquelles je pense que ce bonus individuel ne peut pas être défini a priori. Bien, merci Michel. Je pense que tout ce que tu as dit est vrai, mais ça repose finalement sur une mauvaise utilisation du bonus. Et en fait, je sais aussi que pour toi, le sens est important dans le travail, et quand tu reprends une entreprise et que tu vas la redresser, changer de business model, tu donnes du sens. Et c'est vrai qu'il y a une tendance de fond en ce moment qui consiste à dire non, mais il faut arrêter la rémunération variable, donc il va dans ton sens, mais avec une argumentation qui est celle des grands théoriciens de la motivation. Je pense à des Daniel Pink, des Dan Ariely, qui disent en fait, l'homme est motivé par le sens.
sa motivation intrinsèque, c'est ça qui compte. Et finalement, la rémunération, c'est une motivation dite extrinsèque, qui peut d'ailleurs être négative parce que quand je rajoute de la motivation extrinsèque, je détruis la motivation intrinsèque. D'ailleurs, si vous donnez un petit billet à votre enfant chaque fois qu'il a une bonne note, le jour où vous lui donnez plus le billet, il va avoir de mauvaises notes, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris qu'il travaille pour avoir des bonnes notes. Et donc, on vous dit, ce serait contre-productif. Pourquoi dans les entreprises continue-t-on à faire ce que la science nous dit qu'il ne faut pas faire? Et c'est un argument intéressant. Sauf que c'est un argument des théoriciens de la motivation qui ne sont pas des praticiens de la rémunération ni de l'entreprise. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Dans la vraie vie, on cherche la performance. Alors, je vais reprendre cette équation que tout le monde connaît de la performance. La performance, si je veux savoir pourquoi un individu, une équipe, une entreprise est performante, c'est toujours la même équation. C'est compétence que multiplie motivation. Vous voyez bien que quelqu'un d'extrêmement compétent et de démotivé ne va pas être performant, et que quelqu'un d'extrêmement motivé et d'incompétent va être dangereux en réalité. Donc en fait, si vous voulez, j'ai ces deux leviers pour aller chercher la performance, c'est faire progresser en compétence et pousser sur la motivation. Or, quand on prend les différents leviers de management, la compétence, elle est rémunérée par le salaire fixe. La compétence que je mets en œuvre, c'est mon salaire fixe qui la paye. Et la valeur de mon salaire fixe, c'est la valeur de ma compétence sur le marché. Et donc, si j'ai quelqu'un de motivé et de performant, je ne vais pas le récompenser en lui augmentant son salaire, parce que ça ne veut pas dire que sa compétence a progressé. Et si je commence à rémunérer avec du salaire fixe les gens qui ont été performants, le jour où ils ne le sont plus, je me retrouve avec des écarts de rémunération fixe à compétences identiques, parce que je ne peux pas baisser le salaire. Donc, on voit bien que je ne peux pas rémunérer quelque chose de variable avec quelque chose de fixe. Donc, se pose la question de dire, bon, ben, OK, si je ne peux pas récompenser ceux qui s'engagent plus, qui performent plus, etc., par du salaire fixe parce que ça ne paye pas la motivation. Et d'ailleurs, dans les théories de la motivation, quand vous augmentez de quelqu'un, est-ce que ça le motive vraiment? La réalité, c'est oui, bien sûr, ça le motive. La question, c'est combien de temps? Et en fonction des études, ça nous dit entre 6 semaines ou pour les plus négatifs, comme Swiss-Vegal, il dit 3 semaines. Tu me l'annonces, je suis content, je vois sur mon bulletin de salaire, je suis content, je vais sur mon compte en banque, je suis content, et après, ça devient normal. Comme quand vous rentrez dans un bain chaud, c'est formidable, c'est cette sensation de chaleur, puis au bout de 3 minutes, vous ne la sentez plus, donc il faut ressortir du bain, rentrer, etc., etc. Donc évidemment, ce n'est pas un outil de motivation, le salaire fixe. Donc si je veux aller motiver, ben oui, il y a d'autres éléments que la rémunération, mais il va bien falloir que je réfléchisse quand même à ce que je risque de perdre si je n'ai pas de motivation. Donc, si je n'ai pas de rémunération variable, je n'ai aucun outil de rémunération pour motiver. Donc, je dois motiver sur autre chose. Mais moi, ça me pose un petit problème. Et ce petit problème, finalement, c'est de dire que j'ai des gens qui ont une compétence identique et je ne peux pas différencier ceux qui vont performer des autres. Et je veux juste vous raconter cette petite anecdote qui a été racontée d'ailleurs par Xavier Fontanet, le patron des Sealers chez Entreprises et Progrès, qui dit, voilà, vous êtes, imaginons, vous êtes professeur d'école et vous rendez une dissertation de français. Et puis, je vais voir Michel, je lui dis, Michel, bravo, tu as été extraordinaire, tu mérites 18 sur 20. Mais bon, écoute, voilà, tu sais, ici, on est un peu égalitaire, je ne veux pas humilier les autres, les décourager, donc je t'ai mis 10 sur 20. Puis, je vais voir Julien, je lui dis, Julien, franchement, c'est lamentable, c'était terrible, c'est catastrophe, ça fait 2 sur 20, mais je ne veux pas t'humilier, donc je t'ai mis 10 sur 20. Puis, je vais voir Laure, je lui dis, Laure, ça va être un petit 14, c'est pas mal, tu as progressé, mais tu as compris, c'est 10 sur 20. À la fin, toute la classe a 10 sur 20. Ma question, elle est très simple. Qu'est-ce qui se passe à l'interro d'après? Michel, qui avait 18, il dit c'est pas la peine que je travaille, de toute façon, si c'est pour avoir 10, ça sert à rien. Julien, qui avait 2, il dit je vais continuer à rien faire, de toute façon, j'ai 10 en 1. Donc, voilà. Donc, en fait, finalement, de ne pas pouvoir différencier dans l'entreprise, ça tire tout le monde vers le bas. Et c'est ça le véritable problème. C'est qu'à un moment donné, il me faut un outil où je puisse engager les gens en termes de motivation. Et le dernier point, c'est que si je veux un outil de motivation, je dois, Michel, définir les objectifs a priori. Parce que si je ne les définis pas a priori, moi, je vais faire un effort, je vais performer, et puis à la fin de l'année, alors que j'ai l'impression d'avoir été meilleur que l'année dernière, tu vas me donner moins. Et donc, en réalité, cet outil n'est pas un outil de motivation, mais devient un outil de démotivation. Et c'est ça le problème de tout ce qui est a posteriori, c'est ça tout le problème des primes exceptionnelles, des primes que je donne sans avoir fixé d'objectif, ou alors quand je renégocie l'objectif de fin d'année, c'est qu'au lieu d'avoir un outil de motivation, j'ai un outil de démotivation. Mais parce que c'est mal fait. Donc voilà, à mon avis, pourquoi c'est très important, évidemment, de bien concevoir l'outil et d'avoir un véritable outil de management.
Voilà pour ce point et cet échange de points de vue sur cette première pitch party. Vous aurez l'occasion de vous exprimer tout à l'heure pour savoir si vous avez changé d'avis. Alors, je pense sur le premier sondage, Michel, j'ai le résultat, 70% pensaient que quand même c'était le variable, donc tu es parti quand même avec un déficit, un déficit sur le sujet. Ce que je vous propose, sans perdre de temps, c'est que nous allons enchaîner sur notre deuxième pitch party. Et Michel, tu vas être toujours à l'honneur, hein, puisqu'on va parler d'actionnariat. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'actionnariat? Donc, je vais demander à Benoît Clocheret de nous rejoindre. Et alors, je vais demander alors, est-ce que tu as tiré au sort Laure pour savoir qui va commencer dans cette pitch Mais party? quelle chance, c'était Benoît qui avait été Tiré au sort. Alors, Benoît qui va tiré au commencer. sort, exactement. Génial. Donc, Benoît, tu vas pouvoir commencer. On va laisser 30 secondes pour voter. Est-ce qu'on est pour ou contre l'actionnariat salarié? Donc, Benoît va prendre le parti du pour et Michel, apparemment, tu as décidé de prendre le parti du contre aujourd'hui. Tu vas nous expliquer pourquoi vraiment, c'est pas forcément une bonne idée d'avoir l'actionnariat salarié. Et Benoît, je pense que c'est intéressant que tu puisses t'exprimer parce que je pense que toi, tu as une pratique dans ton entreprise d'actionnariat salarié, donc tu vas pouvoir à la fois nous donner ton avis théorique et puis ton avis pratique, parce que comment ça s'est passé dans la vraie vie. Voilà, si on peut, voilà, si on a un peu fermé le sondage et on va commencer les pitch parties. Je vous laisse. Benoît, à toi, tu peux mettre ton chrono 5 minutes, sinon je me permettrai de t'arrêter. Et je compte sur toi pour tourner le chrono parce que c'est pas mon fort. Bonjour à toutes et à tous, ça me fait plaisir de partager avec vous à la fois mon expérience et mes convictions sur le sujet. Et ce que Frédéric n'a pas dit dans l'introduction, c'est que Artelia est une société qui est intégralement détenue par ses managers et ses salariés. Sur les quelques 6000 et plus collaborateurs, on est 850 actionnaires. Voilà, et l'intégralité du capital est détenue à l'intérieur de l'entreprise. Alors, il y avait un petit titre sur, parce que c'était actionnariat salarié, ce n'était pas pour ou contre, c'était est-ce que c'est une panacée? Alors, évidemment, ce n'est pas une panacée, parce que si c'était une panacée, toutes les entreprises du monde seraient sur ce modèle-là. Et la réalité est évidemment plus complexe et subtile. Et avant de prendre une position plus tranchée, je pense qu'il faut aussi, si on va avoir un échange intelligent, distinguer différentes situations. Parce que dans l'actionnariat salarié, il y a les sociétés comme Artelia qui sont intégralement détenues par leurs salariés. Il y a des sociétés dont l'actionnariat salarié est majoritaire, mais pas intégral. Celle où l'actionnariat salarié est minoritaire et celle où l'actionnariat salarié est symbolique. Et d'ailleurs, force est de constater que beaucoup de grands groupes cotés, de très grands groupes, ont stimulé l'actionnariat salarié. Moi-même, j'ai travaillé pendant 20 ans chez Suez et il y a des dispositifs pour promouvoir l'actionnariat salarié comme dans beaucoup de grands groupes cotés. Donc, ça ne va quand même pas être si idiot que ça que de promouvoir l'actionnariat salarié. Il y a aussi dans l'actionnariat salarié des sociétés dans lesquelles l'accès à l'actionnariat est sur le modèle partnership, c'est-à-dire qu'il est obligatoire ou quasi obligatoire si on veut tenir une certaine position managériale dans l'entreprise. Et l'accès à l'actionnariat est lié à la position. Tandis que chez Artelia, par exemple, l'entrée dans l'actionnariat est sur invitation, donc c'est le choix du management, c'est un choix régalien d'inviter les uns ou les autres à devenir actionnaires, mais en même temps, l'investissement est libre, c'est-à-dire qu'il est absolument décorrélé de la position managériale dans l'entreprise. Il y a aussi des situations différenciées entre les entreprises où la partie actionnariale est un élément plein de la rémunération, une partie intégrante de la rémunération. Et ça conduit à une certaine obligation ou quasi-obligation de verser des dividendes parce que les dividendes sont attendus puisqu'ils font partie de la rémunération. Chez nous, ce n'est pas du tout le cas. La partie rémunératoire est indépendante de la partie actionnariale. Et d'ailleurs, on n'a pas versé de dividendes l'an dernier ni l'année d'avant. Et voilà. Et ça ne crée pas de problème particulier puisque nos équipes sont rémunérées indépendamment de ça. Et puis aussi dans l'actionnariat salarié, il y a les entreprises où l'actionnariat, vous achetez vos actions, vous vous débrouillez pour acheter vos actions, ce qui est le cas chez nous, ou d'autres où on devient actionnaire en étant salarié, soit par la distribution d'actions gratuites ou par des mécanismes sophistiqués où on vous donne des actions, vous achetez vos actions mais plutôt à crédit et vous remboursez sur les dividendes futurs avec des mécanismes plus ou moins sophistiqués, là aussi avec les biais que ça induit.
Donc, je pense que, voilà, peut-être pour proposer ça aussi, que l'actionnariat salarié, il y a énormément de visages différents et de méthodes de mise en œuvre qui doivent entrer en compte dans le jugement qu'on peut y porter. Voilà, et puis pour porter un élément, une position plus tranchée, moi je suis un fervent défenseur de ce mécanisme-là. D'abord, je pense qu'il induit de la pédagogie. Ça évite l'affrontement entre les salariés et les actionnaires, parce que beaucoup sont des deux côtés à la fois, y compris d'ailleurs chez nous certains représentants du personnel ou délégués syndicaux. Ça évite des discussions d'un autre temps du capital contre le travail, de la modération dans les avis et voilà, éviter les positions dogmatiques. Ça permet une vision de long terme. Dans un monde où on est pressé par le court terme, eh bien, finalement, on a notre destin entre nos mains. On peut prendre les décisions que l'on veut avec une vision de long terme et une pleine indépendance de jugement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on prend les bonnes décisions tout le temps. Ça veut dire qu'on a cette liberté et la liberté notamment de s'inscrire dans le long terme, ce qui est un luxe aujourd'hui. Évidemment, ça stimule l'esprit d'entreprise, l'esprit entrepreneurial, l'esprit d'audace à l'intérieur du groupe, et ça, je pense que c'est absolument essentiel. Et le pendant de ça, c'est qu'être un bon entrepreneur, c'est pas juste partir à l'aventure, la fleur au fusil et de tirer sur tout ce qui passe, mais c'est aussi d'avoir l'attitude inverse, de responsabilité. Et ça, on l'a bien vécu dans l'année 2020, quand les temps sont un petit peu plus durs, un peu plus difficiles. Eh bien, il faut à la fois être entrepreneur dans le sens du développement, mais aussi dans le sens de la maîtrise de ses risques. Et quand vous êtes actionnaire de votre entreprise, eh bien, vous en êtes propriétaire. Donc, vous avez la même relation que vous avez avec les biens dont vous êtes propriétaire par ailleurs. Et quand il commence à y avoir des difficultés ou les risques de difficultés, eh bien, vous vous comportez en vous creusant un petit peu le cerveau et en étant le plus rationnel et le plus intelligent et le plus responsable possible. Le fait d'être associé quand on est salarié aux résultats de son entreprise, c'est aussi un vecteur important de performance, de mobilisation pour l'entreprise, d'engagement. Donc chacun y met d'alignement, enfin on peut y mettre tous les mots que l'on veut, à la fois de performance intrinsèque de l'entreprise et en même temps de partage de la valeur. Il reste 30 secondes, je m'arrête. Donc partage de la valeur. Et enfin, sur les facteurs d'attractivité, attirer des salariés, nous on a fait plusieurs opérations de croissance externe dans lesquelles on a attiré des entreprises qui avaient des modèles similaires aux nôtres et ça a été des facteurs décisifs dans leur adhésion à Ortelia. Donc je pense que beaucoup d'éléments militent en faveur de l'actionnariat salarié et j'en suis un fervent défenseur, notamment dans la situation où on distingue bien l'actionnariat de la rémunération salariale. Voilà, merci. Merci Benoît, merci pour le respect du timing. Michel, explique-nous pourquoi c'est une très mauvaise idée. Alors, je ne peux pas dire que c'est une très mauvaise idée parce qu'il y a des points que je partage avec Benoît et chez Prosper, il y a une possibilité de monter au capital au bout d'un certain temps pour ceux qui y sont rentrés comme salariés. Mon premier point quand même de réticence, et en fait, il rejoint un point que tu as soulevé, Benoît, mais dans l'autre sens. Tu parlais de l'intérêt, de la pédagogie, à ce qu'est la réalité économique de l'entreprise. Précisément, moi, je pense que le citoyen français aujourd'hui a une culture économique assez faible. En réalité, il ne se rend pas bien compte de ce qu'il fait quand il entre au capital. Et donc, on lui fait miroiter en réalité une plus-value sur le capital. Mais si les choses tournent mal, souvent, il est très désarçonné. Et moi, je trouve qu'on ne sait vraiment s'il y a eu un alignement, comme tu le disais, entre actionnariat et salariat, que lorsque l'entreprise finalement fait face à des difficultés et qu'il faut plutôt la renflouer, partager la perte que partager le bénéfice, parce que c'est là que la réalité, comment dire, des valeurs humaines, enfin la valeur de l'homme, de chacun d'entre nous, de la personne, finalement se révèle le plus, c'est dans la difficulté. Et moi, j'ai observé, pour avoir effectivement dirigé et sauvé pas mal d'entreprises en difficulté, que dans ces moments-là, les salariés actionnaires, en fait, ne se comportent pas du tout comme des actionnaires et que même souvent d'ailleurs le manager quand il a un package LBO se comporte pas du tout comme un actionnaire. J'ai même eu dans une entreprise cotée des gens qui m'appelaient, enfin oui qui m'appelaient moi d'ailleurs pour certains, en tout cas qui appelaient nos services financiers en demandant, alors que nous avions été obligés de mettre l'entreprise en redressement judiciaire pour la sauver, ils vont la sauver d'ailleurs, c'était une très belle affaire, c'est très bien dressé. Mais donc il y avait des actionnaires, en fait des côtés, des actionnaires dans public qui appelaient et qui demandaient où était le formulaire pour se faire rembourser.
Donc, c'est dire à quel point ils n'avaient pas eu conscience de ce qu'ils avaient fait au moment où ils avaient souscrit. Le gars qui me dit, j'ai investi les économies de ma sœur qui vient de prendre sa retraite, voilà, comment je fais, etc. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a mal donne. Et on est dans un pays où, encore une fois, je crois que la compétence économique est trop faible. Donc, de ce point de vue-là, je suis d'accord que c'est bien d'améliorer la pédagogie et la compréhension. Mais tant que, je dirais, il n'y aura pas de débat sur la dette publique et on aura une dette publique comme celle qu'elle est, alors qu'on connaît celle de la Suisse ou même de l'Allemagne, je pense qu'il faudra se méfier comment dire, de ne pas tromper les salariés en leur proposant de devenir actionnaires. Mon deuxième point, et là, je suis donc vraiment en contradiction avec toi, Benoît, c'est la question du long terme versus le court terme. Moi, il me semble que précisément le fait de proposer aux salariés de devenir actionnaires les divertit de leur mission principale. Au fond, il y a quand même une équipe qui porte l'entreprise, qui la fait vivre, qui est en charge de sa stratégie, de son compte de résultat, de sa performance et je dirais de son bas de bilan. Bon, on dit c'est moyen de fonctionner. Et puis les actionnaires qui, eux, prennent un risque, sont en charge du haut de bilan et ont un espoir de plus-value. Et précisément, moi, il me semble au contraire que quand les salariés deviennent actionnaires, ils s'intéressent moins à la pérennité de l'entreprise, qui passe d'abord par sa performance et non pas par son bilan, à mon avis, et ils s'intéressent plus précisément à la plus-value. Et donc, je pense que l'entreprise y perd en réalité, parce qu'il y a une sorte de schizophrénie qui s'installe chez la même personne. Et je pense qu'il est sain que cette personne ne soit pas la même et que certains soient en charge de la performance et donc du long terme, et c'est les salariés, et que d'autres, effectivement, accompagnent le temps qu'ils veulent, mais puissent vendre. C'est un peu comme le locataire et le propriétaire de l'appartement, quoi. Je veux dire, le propriétaire, il n'a pas la même problématique que le locataire. Bien sûr, on peut être propriétaire occupant, c'est la limite de mon image, j'en conviens, mais voilà, c'est pas la même façon de regarder l'entreprise, et ça me paraît dangereux de mélanger les deux. Pour terminer, j'en viendrai précisément au management package, quoi. Moi, j'observe que souvent, ces dispositifs, finalement, viennent activer le côté obscur de la force en chacun de nous. Et à nouveau, je reviens à ça, c'est-à-dire, tant que tout va bien, eh bien, les actionnaires et le management semblent bien s'entendre, et en réalité, ils s'entendent sur le dos de l'entreprise, souvent avec la recherche d'une plus-value à court terme. Et quand tout va mal, il n'y a aucun alignement du tout, c'est chacun pour soi. Et d'ailleurs, les salariés se retournent souvent vers les actionnaires institutionnels en disant remboursez-moi. donc, on voit bien qu'ils n'étaient pas actionnaires du tout en réalité. Voilà, ce n'était pas du tout une posture d'actionnaire. Donc, je ne veux pas généraliser non plus, mais j'ai souvent observé que ce mélange des genres dans notre pays, et je ne dirais pas ça partout, j'ai dirigé une boîte en Suisse alémanique par exemple, je dirais ça beaucoup moins parce que je pense que la culture n'est pas la même, mais dans notre pays, ça crée une schizophrénie assez malsaine. Voilà, ça fait 5 minutes. Ok, ok. Ben, merci beaucoup. Donc voilà, intéressant. On aura l'occasion peut-être de revenir sur ce sujet, sur la table ronde de tout à l'heure, parce que je pense que ça laisse quand même quelques interrogations. Moi, je suis assez partagé entre vous deux. Alors, le sondage de départ donnait quand même 87% pour l'actionnariat salarié, donc c'est intéressant. Mais de départ, j'ai un rôle très politiquement incorrect ce matin, comme tu as remarqué. très incorrect, très incorrect. Mais pour tout te dire, Michel, tu étais un des rares à être prêt à prendre la parole pour expliquer que ce n'est pas une bonne idée l'actionnariat salarié. Donc, il y a une sorte de consensus sur le sujet. Et en même temps, on voit bien qu'il y a différentes formes. Je crois que Benoît a fait un panorama assez large de tout ce qu'il pouvait avoir. Et les effets, peut-être, sont différents, à mon avis, d'un sujet à l'autre. Donc, on arrive sur notre… Ouais, la contradiction est tout à fait intéressante. Oui, non, mais tout à fait. Je pense qu'on va pouvoir poursuivre ça tout à l'heure. Notre troisième table ronde, donc, sur faut-il plafonner la rémunération des dirigeants. Donc, je pense que Jérôme Cohen a peut-être des petits sujets pour se connecter. Mais du coup, on va commencer. Tu m'entends, Frédéric? Ah, ben oui, je t'entends, Jérôme. Ah, J'aurais pas magnifique. j'ai l'impression qu'il y a un problème de caméra, mais sinon, je suis là. Voilà.
Ah ben magnifique, magnifique. Et donc Jérôme va nous expliquer pourquoi c'est intéressant de plafonner la rémunération et Sylvie va nous expliquer pourquoi ce n'est pas forcément une bonne idée de plafonner la rémunération des dirigeants. Alors, ah ben Jérôme, ta caméra fonctionne, je t'ai vu apparaître. Donc je vous propose de voter sur ce petit sondage. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée de plafonner la rémunération des dirigeants? Avant de commencer notre pitch party, c'est un sujet d'actualité entre le ratio d'équité qui est en train de sortir, les recommandations faites MEDEF, voilà. Et en même temps, voilà, je vous laisse réfléchir. La plafonner, comment? Est-ce que c'est vraiment à la loi de faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers? OK. Donc je pense qu'on va pouvoir fermer le sondage. Laure, est-ce que tu as tiré au sort qui va commencer? Michel, tu peux couper ta caméra pendant cette pitch partie, tu reviens avec nous pendant le débat. Eh bien, nous allons le plaisir de commencer avec Sylvie. Ah, ben c'est magnifique. Eh bien, Sylvie, donc tu as la Magnifique. parole. Je Eh ben, mets le chrono 5 minutes et c'est à toi. Bon, ravie donc d'intervenir sur ce sujet de la limitation de la rémunération des dirigeants. Bien sûr, je me positionne donc, je vais d'abord commencer en disant de façon intuitive. C'est vrai que au regard des dernières années où on a vu l'explosion de la rémunération des dirigeants arriver, de façon intuitive, on se dit il faut la limiter. Surtout qu'on est en France, donc on adore légiférer et toujours mettre des règles a priori. En effet, les moyennes, en fait, j'ai regardé un peu, en fait, en moyenne, les revenus des dirigeants ont augmenté de 20% par an au cours des 10 dernières années. Et aujourd'hui, un patron du CAC 40, parce que c'est surtout les grands patrons, en fait, les salaires des grands patrons qu'on pointe du doigt à chaque fois, en moyenne, un salaire d'un patron du CAC 40 est de 4 millions d'euros par an. Donc, quand on fait un ratio avec le SMIC, on est à 300 fois, en fait, la valeur du SMIC. Donc, quand on entend ça, et puis on est français en plus, on se dit, c'est pas possible, on peut pas continuer à vivre comme ça. Et il est vrai que toutes ces différences vont engendrer, en fait, un problème sur une idée, en fait, d'injustice sociale et un problème sur la cohésion sociale dans les entreprises, parce que l'écart est bien sûr trop grand. Et donc, par conséquent, on va entendre, pour limiter ces excès, on va avoir deux solutions, parce qu'on est en France, donc la fiscalité, bien sûr, on adore ça, et ensuite la régulation, parce qu'il faut toujours qu'on légifère. Je pense que ces deux solutions ne sont pas les meilleures, ne sont pas les plus pertinentes, et je pense sincèrement qu'il y a vraisemblablement une troisième voie qu'il faut qu'on applique. Alors, pourquoi je suis contre, d'abord en premier point, contre la limitation de la rémunération des dirigeants? Parce qu'il y a un premier argument qu'on connaît tous, c'est qu'on va éviter quand même la fuite des cerveaux. On sait que depuis, on est dans un marché mondial. En aucun cas, la France est un pays isolé. La régulation et la fiscalité d'une limitation n'est absolument pas imposée dans les autres pays. Donc, par conséquent, tous nos meilleurs dirigeants, nos meilleurs cerveaux vont essayer d'aller chercher un salaire mieux rémunéré, plus important si c'est limité en France. Dans d'autres pays, on a déjà beaucoup de cadres qui s'en vont en Asie et au Moyen-Orient. Bon, c'était avant la période Covid, pour pouvoir gagner plus, et en limitant en fait la rémunération, on risque de voir en fait cette accélération en fait devenir plus importante et donc faire fuir nos grands dirigeants. On a vu un exemple, on a mis en France en fait la rémunération des dirigeants des entreprises publiques ont été plafonnés en 2012. À partir de ce moment-là, il y a eu des grilles en fait qui ont été appliquées, et on sait qu'aujourd'hui les entreprises publiques ont donc beaucoup de mal quand même à recruter les dirigeants qu'ils voudraient vraiment attirer. Donc la vraie question quand on met une limite, c'est comment attirer sur une scène internationale, parce qu'on ne veut pas forcément des dirigeants qui soient que franco-français, comment attirer les meilleurs cerveaux, les meilleurs talents, si on commence à plafonner en fait cette rémunération des dirigeants. Le deuxième point, c'est que plafond veut dire un ratio, veut dire un plafond. Donc, il faut définir ce plafond. Donc, le choix de seuil est toujours hyper délicat et bien sûr hyper arbitraire. Donc, à partir de quel multiplicateur du SMIC on va dire que la rémunération du dirigeant est-elle perçue comme acceptable dans le cadre d'une justice sociale ou d'une cohésion sociale? Il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, on parlait d'un x40 en fait, de différence entre le salaire d'un dirigeant du CAC 40 et le SMIC. Le x40 déjà était insupportable.
Aujourd'hui, on est à x200, x300, x400. C'est insupportable aussi. Donc, finalement, à quel seuil, en fait, quel est le seuil qui va être bon et acceptable? Et le seuil donc d'hier, le seuil d'aujourd'hui ne sera pas le seuil de demain. Donc, on va être en permanence en capacité d'ajustement de ces seuils et de ces plafonds. Et c'est quelque chose qui va être compliqué en fait à mettre en place. Donc, le fait de légiférer sur ce plafond n'est pas toujours aisé et peut être contre-productif. Donc, c'est pour cette raison que je pense que légiférer sur le sujet n'est pas le bon axe. Aujourd'hui, il y a plusieurs autres mesures en fait qui peuvent être avancées, proposées afin d'améliorer surtout la gouvernance des entreprises, parce que je pense qu'on est dans la sphère privée et que le salaire du patron, c'est d'abord la responsabilité des actionnaires. Ça peut aussi, on peut se dire, c'est eux en fait qui doivent être garants de la bonne rémunération du patron. Et parce que ce n'est pas l'État qui doit intervenir sur ce sujet. Et il peut y avoir des manières de le faire. On peut imaginer, bon, peut-être la plus forte, c'est de se dire qu'on pourrait faire valider la rémunération des dirigeants par l'Assemblée générale des actionnaires. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui de se dire qu'on peut aller vers ce genre de choses, mais ça peut, en tout cas, ça peut être une validation, au moins quelque chose qui doit être un peu plus communiqué. On peut renforcer aussi le pouvoir des administrateurs indépendants pour être sûr qu'ils jouent leur plein pouvoir et leur plein contre-pouvoir pour s'assurer que la rémunération du dirigeant, ce n'est pas un entre-soi et qu'elle correspond à une réalité. On peut aussi, bien sûr, imposer une taxation en fait, des entreprises directement sur les hauts salaires, mais des entreprises et pas des salariés, ce qui veut dire que l'entreprise sera plutôt enclin à plutôt proposer un salaire qui est dans le juste prix. Et pourquoi pas aussi, j'avais lu aussi la notion de créer en fait une notion d'abus de rémunération. Ça veut dire qu'un actionnaire pourrait, devant un tribunal, faire annuler une rémunération qu'il juge excessive. Donc, 30 secondes. La véritable question pour moi n'est pas réellement le plafonnement de la rémunération des dirigeants, mais plutôt comment assurer la justice et la cohésion sociale dans l'entreprise en garantissant que la rémunération du dirigeant est bien fonction de la performance en fait de l'entreprise, parce que plus l'entreprise est performante, plus il y aura redistribution des richesses et investissements, et que la contribution du dirigeant est réelle pour le développement et en effet la performance du dirigeant. Merci Sylvie. Et sans autre forme de transition, je donne la parole à Jérôme d'Engage. Merci Frédéric, mais je voudrais aussi remercier Sylvie parce qu'elle a donné déjà beaucoup d'arguments qui montrent qu'il faut plafonner le salaire des dirigeants. 4 millions d'euros dans les entreprises du CAC 40, 300 fois le SMIC. On a l'impression que le seul critère de motivation d'un dirigeant est financier, ce à quoi je m'oppose fondamentalement. Et puis alors, si on ne trouve pas un bon seuil, ça veut dire qu'il ne faut pas limiter si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un seuil. Puis je vois aussi que tout ça doit venir de l'État. Je ne suis pas sûr que les entreprises ont besoin de l'État pour s'imposer cette limitation. Et on ne parle pas forcément en plus de cette limitation dans le cadre des entreprises du CAC 40. Mais je voudrais développer quand même des arguments que j'ai essayé de rassembler pour dire que oui, il faut absolument pour moi limiter le salaire des dirigeants. Parce que je pense qu'on est dans un environnement, dans une époque où les inégalités se creusent de plus en plus. Certes, il y a de la valeur créée, mais la répartition de cette valeur est de plus en plus inégalitaire. Beaucoup plus de riches, beaucoup plus de pauvres, en quelque sorte. Et dans un monde où la transparence devient la norme et devient la règle. Alors, est-ce que dans ce cas, on peut légitimement assumer des salaires sans limite, j'allais dire même presque éthiquement, et est-ce que cela ne va pas engendrer une perte de confiance, une perte d'engagement des salariés? Est-ce qu'on ne peut pas mieux repenser finalement la répartition de la valeur créée par tous? Parce que j'y viens. En fait, deuxième argument, d'une certaine façon, c'est la question du rôle actuel du dirigeant et du rôle de tous les salariés. Il me semble que la nature même de la responsabilité des dirigeants et des salariés a beaucoup changé et qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, je le définirais en quelque sorte plus comme un chef d'orchestre, comme un animateur aujourd'hui. Et par différentes notions d'intelligence collective, de participation
des collaborateurs, des salariés à la responsabilité, on leur demande, je crois, de plus en plus de responsabilités, eh bien, je pense que ces responsabilités sont de plus en plus quelque part diluées ou plutôt partagées, et que dans ce cadre, je dirais que il faut mieux répartir la valeur créée et distribuée. Et est-ce qu'on peut encore légitimer un salaire, enfin une différence de salaire aussi importante lorsque les responsabilités des différents niveaux hiérarchiques dans les entreprises sont beaucoup plus ou beaucoup mieux réparties. Mais ensuite, je dirais, troisième argument qui est encore, je crois, beaucoup plus fort, c'est que pour moi, la responsabilité même de l'entreprise en tant que telle, en tant qu'organisation, a beaucoup évolué. Pour moi, elle devient sociale, elle devient sociétale, elle devient même politique. Je crois que l'entreprise est désormais joue un rôle éminemment politique. Et donc celui de ses dirigeants aussi. Et ça, c'est pas, si vous voulez, une opinion d'officine gauchiste ou malveillante d'une certaine façon, puisque c'est même un rapport du MIT récent qui dit qu'on ne doit même plus parler de responsabilité sociale des entreprises, mais de responsabilité politique des entreprises. Alors, ce qui veut dire que l'entreprise doit sortir d'une course à l'échalote, d'une vision très court-termiste, et pour aller vers des valeurs ou de recherche de création de valeur totalement extra-financières, ou aussi extra-financières en tout cas. Donc, d'une part, je dirais que le dirigeant doit voir son salaire limité, mais je pense qu'il doit se l'auto-limiter. C'est notamment ce qu'avait fait l'ancien directeur de la SNCF en arrivant à son poste, mais surtout, et ça c'est fondamental pour moi, indexer son salaire sur des résultats et sur des ambitions extra-financières, notamment sociales et environnementales. C'est ce qui a été fait alors, pour changer totalement de type d'activité dans les grands orchestres, les solistes, qu'ils soient chefs d'orchestre ou chanteurs, par exemple, se sont vus mettre un salary cap qui était internationalement défini entre les maisons. Je pense qu'en fait, ce train de la limitation des salaires, il est déjà en marche. J'ai l'impression que la société est en train de passer un point de bascule. On a vu un rapport de l'ADEME récent, pour l'ADEME par l'Institut Bosco, qui disait que 55% des Français pensaient inéluctables ou étaient même favorables à une plus grande sobriété de la société. Et je pense que dans ce cadre, avoir des salaires de 4 millions d'euros me semble totalement contre-intuitif, contre-indiqué. Et je pense que même ceux qui ne veulent pas n'y échapperont pas. Et je pense que cela, en plus, fonctionne déjà très bien. Dans beaucoup de sociétés, on voit apparaître les entreprises, de l'ESS, les entreprises, ces limitations de salaire, et on n'a même pas besoin, en quelque sorte, de passer par l'État pour le faire. C'est les entreprises qui, d'elles-mêmes, décident de limiter. Et dernier argument que tu as énoncé, Sylvie, en disant il y a un cadre international, on va avoir une fuite des salaires, une fuite des dirigeants, des cerveaux, etc. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les dirigeants aient envie d'aller travailler en Angleterre ou dans des pays qui soient moins régulés. Et puis, s'ils ont envie d'y aller, je pense qu'on peut les laisser parce que ce n'est pas forcément les valeurs qu'on peut défendre en tant qu'entrepreneur. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Et puis que, comme pour le climat, comme pour la lutte pour la biodiversité, on n'est pas obligé d'être des suiveurs et on peut très bien se dire que la France et l'Europe peuvent elles-mêmes s'imposer ou décider de défendre des valeurs très fortes sur ce sujet. Et je pense que l'entrepreneuriat en sera beaucoup plus défendu. Voilà ce que j'avais à dire. Ah, mon son est coupé. On a un problème de caméra, oui, je pense. Ou le son. Ah, bon. Frédéric? Ça y est, je suis revenu. Bon, on a revenu, voilà. J'espère qu'on m'a entendu jusqu'à la fin, bon, sinon j'aurai moins d'arguments. Ok. Eh ben, je propose à tout le monde de revenir peut-être
dans la salle et on va… donc, vous voyez qu'on a quand même une diversité de sujets qui est assez étonnante. On va un peu élargir maintenant et je remercie Thibaut Langsat d'être avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement, magnifique, la technique. Donc Thibaut, donc vous êtes président de Joux et vous êtes rapporteur, ambassadeur de la participation et de l'intéressement auprès du ministre, c'est ça, de l'économie et des finances. Et vous êtes rapporteur sur une mission sur le partage de la valeur. Et voilà, donc peut-être pour élargir le débat ou rapporter d'autres éléments sur notre réflexion, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, Thibaut, sur cette mission et où vous en êtes aujourd'hui sur cette réflexion? Alors, cette mission m'a été confiée par Bruno Le Maire et à l'époque Muriel Pénicaud et maintenant Elisabeth Borne. Et l'idée, c'est de travailler sur les instruments de partage de la valeur, qui a été le thème de ces pitchs de ce matin que j'ai trouvé fort intéressant et fort décapant. Cette mission, elle est dans la volonté du gouvernement de mieux travailler le partage de la valeur et ça a été partiellement fait avec la loi Pacte, où les instruments de participation et d'intéressement, notamment pour les entreprises de moins de 250 salariés, ont été rendus plus souples, plus attractifs fiscalement, puisqu'il y a eu la suppression du forfait social pour l'intéressement pour les entreprises de moins de 50 salariés et la suppression du forfait social pour la participation pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés. Et le gouvernement m'a demandé de réfléchir. Je lui ai remis 2 rapports pour travailler ces outils et faire en sorte qu'ils étaient encore plus attractifs. Alors on part avec un petit déficit. Ce sont des outils qui ont été créés, notamment le premier par le général de Gaulle, avec le Conseil national de la résistance, dans une logique d'un meilleur partage de la valeur. Et donc, tout ceci, on va dire, a énormément vieilli. Les gouvernements passants ont mis une pression fiscale qui fait qu'il était plus intéressant dans une entreprise de donner des primes, des bonus, qu'utiliser ces instruments. Et donc, le gouvernement a voulu remettre en avant ces dispositifs. J'avoue que ça a été un peu masqué par la crise des Gilets jaunes, par la réforme des retraites et puis évidemment la crise Covid qui fait que les entreprises sont peu enclins pour le moment à réfléchir sur ces instruments d'un meilleur partage de la valeur compte tenu de leurs difficultés. Néanmoins, il va falloir que l'on remette ces instruments qui sont des vrais instruments de partage de la valeur. Moi, je vous ai entendu sur beaucoup de points et je partage globalement les pitchs qui ont été donnés et les extrêmes qui ont été partagés, notamment sur la rémunération variable, sur l'actionnariat salarié. Vous l'avez dit très justement, ce sont de bons instruments qui ont également des instruments de dérive. Je partage sur, on va dire, la limitation de la rémunération, qui viendra probablement d'ailleurs des États-Unis, qui seront, je pense, dans les années à venir, le premier pays qui bridera la rémunération. Et il faut maintenant travailler sur des vrais instruments de partage de la valeur. Et je pense que l'intéressement et la participation sont des vrais instruments de partage de la valeur. À la fois parce que l'intéressement est mécanique, encore faut-il en définir le bon seuil. Probablement, c'est là où il faut intervenir, c'est de redéfinir des formules d'intéressement à la fois pour les petites et moyennes entreprises qui soient plus proches du résultat net comptable qu'une vilaine formule dont je pense l'ensemble des chefs d'entreprise qui nous écoutent auront des difficultés à élaborer la formule, et puis des accords d'intéressement qui sont pour moi la clé de voûte de la dynamique de l'entreprise. Parce que l'accord d'intéressement, quand vous définissez des objectifs avec les représentants de l'entreprise ou dans une petite entreprise en direct avec ses collaborateurs, vous définissez des objectifs qui ne sont pas que des objectifs économiques. Hein. Vous pouvez mettre des objectifs, on va dire, plus responsables, plus RSE, et la conduite de l'entreprise au travers de ces objectifs donne lieu à une rémunération, et il faut que cette rémunération soit plus importante et évidemment une rémunération plus forte pour les collaborateurs. Et donc, je pense que nous avons tous, nous, intérêt à travailler ces instruments. Il y a encore un certain nombre de freins. Les freins sont d'ordre administratif. Bon nombre d'entreprises hésitent à mettre en place des dispositifs parce que tout ceci donne lieu à des contrôles par l'inspection du travail, par le service des URSSAF, et on va dire ce sont des processus complexes. Et puis, certaines entreprises hésitent à négocier avec leurs collaborateurs un mécanisme de redistribution. Et on le voit, on fait un tour de France, on va dire, auprès de la communauté entrepreneuriale et syndicale. Certains chefs d'entreprise ne veulent pas négocier avec leurs collaborateurs parce que certains collaborateurs vont dire « mais c'est suspect, pourquoi veux-tu négocier avec nous alors que tu es prêt à nous donner une rémunération ?»
Et donc, il y a des freins, des verrous à lever. Vous l'avez dit très justement dans les pitchs, il y a, on va dire, une culture économique qui est assez faible de la part à la fois des salariés, mais peut-être aussi d'un certain nombre de dirigeants, qui fait que les différents leviers que l'on peut mettre en œuvre dans une entreprise pour mieux rétribuer, qui soient, on va dire, sophistiqués, entraînent souvent de la méfiance et de la défiance. Quand vous expliquez à un collaborateur que vous allez mettre en place un mécanisme d'intéressement avec des critères qui doivent suivre la performance de l'entreprise, il faut qu'à la fois le chef d'entreprise soit transparent au mois le mois pour montrer les indicateurs de performance de son entreprise, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ensuite, il faut que le collaborateur comprenne comment tout ceci peut fluctuer en fonction de la performance de l'entreprise. Et alors là, vous allez rajouter une complexité. Si vous lui dites, eh bien, tu as intérêt à mettre ça sur un plan d'épargne entreprise ou sous maintenant un PERCO pour pouvoir mieux prendre en charge ta retraite, quand il va mettre, on va dire, 150 euros ou 450 euros sur un PERCO ou sur un PE, tout ceci sont adossés sur des valeurs mobilières, certes risquées ou non risquées, et qu'il va y avoir une fluctuation. Et si le mois d'après, il ne retrouve pas ces 150 euros, mais 148 euros, il ne va pas comprendre, il va se poser la question de savoir où cet argent a été pris, où cet argent lui a été volé. Et donc, on voit là qu'on a des efforts, on va dire, importants à faire. Les entreprises qui sont remarquables et qui le gèrent très bien, et notamment des grandes entreprises comme Essilor, où là, vous avez du salarié jusqu'au dirigeant, des mécanismes de redistribution qui fonctionnent extrêmement bien, avec une culture très forte qui a été donnée aux collaborateurs et qui sont modèles, on va dire, et valeurs d'exemple. Après, je pense que le défi que l'on aura dans les années à venir, c'est de réduire les inégalités que nous avons. Les inégalités, elles sont extrêmement choquantes, vous l'avez dit, sur les hautes rémunérations, mais elles sont surtout choquantes quand une entreprise ne performe pas et que la rémunération du dirigeant reste à un niveau extrêmement élevé, voire même, s'il est amené à quitter l'entreprise, part avec des moyens qui sont, on va dire, insolents, disproportionnés, voire même injuriants pour les collaborateurs. J'ai été le premier d'ailleurs au MEDEF il y a quelques années à hurler quand on a vu des grands patrons sortir avec des rémunérations astronomiques alors qu'ils avaient globalement planté leur boîte, planté le cours de leur boîte. Et ça, c'était totalement, on va dire, inexcusable. Donc, je pense que la rémunération, elle va être amenée à évoluer, mais le meilleur partage de la valeur reste quand même dans ces instruments aujourd'hui que l'on doit probablement continuer à moderniser. Et l'enjeu, je pense, c'est de réconcilier les Français avec le dividende, réconcilier les Français avec le capital. Et pour cela, il faudra véritablement imaginer un dividende salarié. Alors, Nicolas Sarkozy, à un moment, avait, dans la loi TEPA, avait imaginé un tiers pour l'actionnaire, un tiers pour l'entreprise, un tiers pour le salarié. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas être manichéen ou aussi borné. Chaque entreprise est plurielle, chaque entreprise a ses propres contraintes. Néanmoins, il va falloir réconcilier les Français avec le dividende et donc travailler sur un dividende salarié. Alors, qui sont la modernisation des instruments de participation et d'intéressement. Le dividende salarié, il sera nécessaire si on veut avoir la juste rémunération de l'actionnaire. Et donc, il faudra que ce soit lié, on va dire, à un dividende salarié. C'est à la fois sémantique, mais la sémantique, là, a son importance, et à la fois technique pour justement mieux travailler ce dispositif fiscal. Après, la difficulté que nous avons encore, c'est que ces instruments de participation d'intéressement reversent, on va dire, aux collaborateurs un argent qui est désocialisé, défiscalisé. Et donc, c'est une somme d'argent qui ne participe pas à la protection sociale de notre pays et qui, selon la façon dont il est placé, eh bien, n'est pas soumis à l'impôt. Alors, évidemment, c'est une bonne chose, c'est une soupape importante pour que le collaborateur ait un pouvoir d'achat plus important, pour que le chef d'entreprise, on va dire, soit incité à le mettre en œuvre. Mais au moment où notre régime de protection sociale à la fois est mis à mal compte tenu de la situation sanitaire, mais aussi n'arrive plus à se financer. Hein. Vous voyez la discussion que nous avons aujourd'hui sur l'assurance chômage, 70 milliards de dettes, vous avez 30 milliards de dettes sur la sécurité sociale, vous avez avoir 60 milliards de dettes sur les retraites.
Et donc, il va falloir aussi qu'on fasse attention sur les régimes de protection sociale par le biais, on va dire, des cotisations et la façon dont on consomme cette protection sociale. Et donc, ça comporte encore une zone de résistance de la part des syndicats, et notamment y compris des syndicats réformateurs, qui considèrent que l'entreprise, si elle doit rémunérer plein pot, chargé, avec une contribution, on va dire, sociale, pour pouvoir assurer le financement de la protection sociale. Donc, il va falloir que l'on travaille sur des instruments plus modernes. Je pense que ce sera l'enjeu de la présidentielle. On aura sauvé les entreprises, il y aura un volet social, d'ailleurs que le gouvernement essaye de chercher en ce moment en mettant en avant, on va dire, les mesures qu'il a prises sur l'individu intrinsèque. Et ce sujet de la rémunération et du meilleur partage de la valeur sera un thème fort, on va dire, de l'élection présidentielle. Donc, il existe aujourd'hui des instruments, et là je le dis aux chefs d'entreprise, qui sont l'intéressement et la participation, certes qui sont un peu techniques, néanmoins ils fonctionnent, et ils fonctionnent assez bien. Il fonctionne très bien dans les grandes entreprises, puisque là, c'est institutionnalisé, et dont les leviers de rémunération sont peu ou prou à peu près 1 mois de salaire sur une base bas salaire. Néanmoins, toutes les TPE, toutes les PME en sont, non pas exclues, mais faiblement, on va dire, dotées. Il y a à peu près 1,2 million de salariés issus des entreprises de moins de 250 salariés qui ont, on va dire, un outil d'intéressement ou de participation. Voilà pour moi ce partage de la valeur qui doit évoluer sur finalement un dividende salarié qui sera la réconciliation des Français avec le capital et avec le dividende. Merci Thibault. Mais vous voyez, quand on parle de rémunération juste, typiquement, entre le salarié d'un grand groupe qui va avoir un ensemble d'avantages incroyables, participation, intéressement, actionnariat, le PERCO, les abondements, etc., et celui d'une PME qui a juste son salaire, évidemment, il y a une injustice sociale qui est quand même assez importante. Donc, il y a des réflexions effectivement à ce niveau-là qui sont intéressantes à mener. C'est la discussion des patrons de PME. Oui, c'est parfois c'est vrai, bien sûr, mais des questions de moyens aussi, je veux dire, qui sont de l'exonération de charges permet de le faire justement. Il y a un enjeu intéressant. Je ne sais pas si Aline est encore avec nous pour aborder. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, je suis là. Donc, on a abordé différents volets. Toi, tu avais aussi envie de nous dire qu'on peut être créatif sur la rémunération pour essayer d'aller vers des rémunérations justes aussi. Qu'on n'est pas, voilà, on peut élargir le champ sur l'intéressement, la participation, le dividende salarié, mais il y a d'autres manières aussi, tu pensais, qu'on peut intervenir. Alors, oui, merci de me donner la parole et bonjour à tous. Je voulais la question de la rémunération juste est une question qui a traversé absolument tous les siècles. C'est-à-dire, déjà, Aristote en parlait, et celui qui a développé le plus cette notion et qui l'a conceptualisée, c'est Thomas d'Aquin. Donc, on est quand même au XIIe siècle. Donc, la question de la rémunération n'est pas du tout une question de salaire. Le salarié ne commence à exister qu'au XIXe finalement, mais bien une question qui a agité tous les pères de l'Église, mais aussi tous les économistes depuis très longtemps. Que disait Thomas d'Aquin? Et vous allez reconnaître les propos qu'on a entendus aujourd'hui. Il disait la rémunération juste, c'est celle qui permet aux travailleurs de vivre décemment et d'assurer la subsistance de sa famille. Et rajoutait Thomas d'Aquin, pouvoir faire l'aumône. Et c'est important cette question d'aumône. On retrouve la même définition, alors 8 siècles plus tard, à l'OIT. Que dit l'OIT? L'OIT nous dit l'octroi d'une juste rémunération est un des critères du travail décent. Et vous voyez, si vous pensez aujourd'hui à la question d'Uber et de ces malheureux coursiers qui travaillent pour 4 € de l'heure, vous vous rendez tout de suite compte qu'il y a un problème majeur, le travail n'est pas rémunéré de façon décente. La Déclaration des droits de l'homme nous dit aussi la même chose. Donc, quiconque travaille, c'est l'article 23, a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. Donc, en réalité, la rémunération n'est pas, le salaire n'est pas uniquement une question d'entreprise, mais aussi une question d'État et une question de morale. Et la morale, on le voit dans les questions de rémunération de dirigeants ou d'actionnariat
ou d'intéressement et de participation, la morale est aussi présente dans nos débats aujourd'hui. Alors, sans me prononcer d'ailleurs sur ce qui est moral ou pas en l'espèce, je précise quand même que dans mon cabinet, qui est un cabinet d'avocats, tous les avocats sont actionnaires. Voilà, c'est vous donner ma position sur le sujet. Ça veut dire que je ne prends pas de seigneur aussi, hein, faut le dire. Alors, plus près de nous, les économistes se sont prononcés sur le niveau de la rémunération juste, parce que ce n'est pas le tout, il faut encore en connaître le niveau. Et nous avons un prix Nobel d'économie qui est Anton Deaton, c'est ça, Angus Deaton, qui a déterminé le salaire du bonheur. Alors ça, c'est une notion chère à Frédéric aussi. Le salaire du bonheur, il l'a fixé à 5 500 € à la suite d'un, alors ça fait rêver hein, pour les dirigeants notamment, 5 500 €. Quand vous avez 5 000 €, obtenir 5 500, vous créez un intense bonheur. Quand vous avez 5 500 €, en obtenir 6 000 ne vous crée pas réellement du bonheur. Donc, c'est la limite du salaire du bonheur, tel que le voit l'économiste prix Nobel américain. Bien entendu, il a tout de suite été critiqué en expliquant qu'en réalité, c'était évidemment une notion purement subjective. Donc là encore, la juste rémunération est une notion subjective qui a été rappelée très rigoureusement par les Gilets jaunes. Souvenez-vous de la crise des Gilets jaunes. On est totalement englué dans la crise du coronavirus. Entre parenthèses, je vous signale que le salaire n'est plus la contrepartie du travail. Aujourd'hui, le salaire est la contrepartie du chômage partiel. C'est-à-dire que vous avez plus de la moitié de la population française qui est payée par l'État et pas par les entreprises, mais lesquelles sont remboursées. Donc, en réalité, le salaire n'est pas aujourd'hui, et je pense durablement, la contrepartie du travail. Et ça, c'est un vrai problème quand on doit déterminer des politiques de rémunération. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la rétribution des salariés ne passe pas uniquement par la rémunération. Alors, le salaire du bonheur est un salaire qui est évidemment relatif selon les besoins qu'on a. Si vous avez une grande famille et que vous avez plein d'enfants étudiants, vous avez besoin d'un salaire important pour payer les études de vos enfants. Vous êtes célibataire et vous avez 30 ans, vous n'avez pas de charge. Je ne dis pas que votre salaire doit être moins important. Je dis simplement que vos besoins sont différents et que donc votre salaire du bonheur n'est pas situé au même endroit. Et c'est pour ça qu'Entreprise et Progrès pourrait être un peu novateur sur le sujet. Ce type de problématique est un peu traité en Belgique avec le salaire 2.0. Le salaire 2.0, c'est un package global avec une rémunération qui est au moins un minima, mais nous, on a nos conventions collectives qui, de toute façon, nous fixent une rémunération de base. Puis ensuite, une acquisition de points, lesquels points se traduisent en biens que l'on peut acquérir auprès de l'entreprise ou à l'extérieur. C'est-à-dire que si vous avez envie de voyager parce que vous êtes célibataire, vous avez 35 ans et que vous êtes contente de partir en voyage, eh bien, vous pouvez, grâce à vos points, acheter des voyages. Et si vous avez besoin d'un vélo, ben c'est un vélo. Si vous avez besoin de jours de congé parce que vous avez des parents à accompagner, des enfants chez l'orthodontiste, etc., eh bien, vous pouvez acheter des jours. Donc, en réalité, une partie de la rémunération est calibrée en fonction des besoins des gens et non pas en fonction des grilles d'entreprise. Alors, c'est une grande nouveauté quand même sur laquelle je pense qu'on pourrait un petit peu creuser. Alors, évidemment, là-dessus, je néglige les problèmes d'URSSAF et de fiscalité. N'empêche que quand vous donnez des avantages en nature à vos salariés, vous le savez très bien, la fiscalité pour eux est très réduite et c'est un avantage non négligeable. Alors, ça m'amène à vous parler d'une autre innovation que sur laquelle j'aimerais bien qu'on discute, qui est la question de l'emploi des seniors.
en France, le taux d'emploi des seniors est un des plus bas d'Europe. Pourquoi? Parce que, d'une part, on les estime trop chers, donc ce sont les premiers dans les charrettes, et on estime aussi, et c'est l'autre aspect, que leur capacité d'adaptation est moins grande que celle des plus jeunes. Le problème de la capacité d'adaptation des gens, c'est, je dirais, le problème de formation dans l'entreprise. C'est son devoir, la loi le dit, c'est à l'entreprise, évidemment, ce n'est pas très facile, d'adapter les gens à leur emploi. Mais par contre, au niveau des rémunérations, au niveau des salaires, et on le faisait il y a 30 ans, hein, donc on pourrait peut-être y ressonger, considérer que la rémunération est une espèce de, non pas une courbe qui doit, enfin une droite qui doit toujours monter vers le ciel, les arbres ne montent pas au ciel, mais une espèce de courbe de Gauss dans laquelle on atteint un apogée de rémunération en fonction de sa contribution à l'entreprise, et ensuite on peut diminuer gentiment, si je puis dire, et ça c'est quelque chose qui permettrait de garder plus longtemps des seniors dans l'entreprise, tout en faisant en sorte que leur contribution soit justement rétribuée, mais qu'en même temps, le coût pour l'entreprise ne soit pas trop important. Alors, il faut, là encore, c'est une question de justice commutative, il faut bien que la mesure de l'échange soit réglée entre le travail et le salaire. Et moi, je suis très attachée au maintien des seniors. Je pense que c'est un problème qui est absolument majeur, que en 2050, plus d'un tiers des gens auront plus de 60 ans. Donc, il faudra quand même à un moment, entre notre population de jeunes qui est très mal formée, avec tout un tas de jeunes qui sortent de l'école ou des centres d'apprentissage en n'ayant aucune qualification professionnelle, et puis un nombre de plus en plus important de seniors qui ne pourra pas partir en retraite parce qu'on ne saura pas les payer. Donc, il faut, je pense, dès à présent, commencer à réfléchir la question de leur employabilité. Et ça passe aussi par le niveau de rémunération, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir accepter, éventuellement avec les organisations syndicales, hein, la CFDT n'est pas opposée à ça, hein, de dire que les grilles de salaire des seniors peuvent diminuer. Voilà. Donc en fait, une rémunération juste, ça serait une rémunération adaptative en fonction de tes besoins. Ça pourrait être en tout cas une voie de réflexion. Absolument. Okay. Absolument. Merci Aline pour ces partages, merci Thibaut. Moi, je vais juste revenir sur une petite histoire sur le salaire du bonheur. Quand c'est paru, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une entreprise qui s'appelle Gravity Payments. Son patron, c'était Dan Price. Oui, oui. Et il a dit en juin, un article en juin dans les Échos, il dit « Je mets tous mes salariés à 70 000 €. Il avait été recensé par la presse, fabuleux. Il avait même dit « Moi, je suis à 2 millions d'euros, je vais passer aussi à 70 000 €. Dans 2 ans, hein, le temps que tout ça s'ajuste. Au mois de septembre, il y a eu un autre article qui expliquait que c'est une catastrophe, tout le monde était parti, ça avait démobilisé l'ensemble des équipes, etc. Très bonne image extérieure, mais à l'intérieur, c'est dramatique. Parce qu'en fait, la rémunération, c'est quand même beaucoup de psychologie. Donc, c'était pas si simple. Donc, OK, tout ça pour dire que finalement, la rémunération juste, c'est compliqué. Donc, j'ai noté plusieurs sujets, moi, sur lesquels j'aimerais bien revenir, notamment sur, et sentez-vous, hein, Thibaut, Aline et Sylvie, d'intervenir aussi sur et Jérôme aussi, sur le débat sur l'actionnariat salarié, où j'ai trouvé il y a des éléments intéressants sur lesquels je voudrais revenir. Deux peut-être. Benoît, tu as dit chez nous, on achète les actions, d'accord. Donc, est-ce que ça peut vraiment être considéré comme de la rémunération à partir du moment où on achète les actions? C'est ma première question. Alors que les AGA, les actions gratuites, effectivement, ou les stock options peuvent être considérées comme de la rémunération. Donc, tu fais prendre un risque à tes collaborateurs, qui est un risque entrepreneurial. Et donc, ce que dit Michel, c'est est-ce qu'il faut prendre tous les risques quand on est salarié? Et le deuxième point, Michel, c'est que tu dis, finalement, j'ai quand même mon salaire. Si j'ai 0,001% d'une entreprise qui me rapporte 100 € de dividendes par an, est-ce que c'est pas schizophrénique de me dire non, mais tu vas avoir du dividende si je limite ton augmentation de salaire? Évidemment, tu vois, on a ce sujet-là que j'ai trouvé intéressant dans votre débat. Alors, je ne sais pas si Thibaut, dans votre entreprise, il y a des salariés qui sont actionnaires, s'ils achètent, si c'est gratuit, et quel est votre avis d'ailleurs sur ce sujet-là?
Moi, je pense que ce sont des instruments qui sont extrêmement importants, mais je vais l'angler de façon un peu différente et chaque entreprise a ses spécificités. Le fait de mettre en place des actions, alors des actions gratuites, des BSPCE selon la taille de l'entreprise, et ce qui est le cas dans notre entreprise, ce sont des actions gratuites, ça permet un alignement, on va dire, des personnes qui touchent les instruments d'action avec la stratégie de l'actionnaire. Autrement dit, ça permet, selon l'avis de l'entreprise, de bien aligner le management sur, on va dire, l'intérêt de l'actionnaire. S'il y a une opération sur le capital, s'il y a un projet de transmission à court et moyen terme. Et donc, l'association permet de pouvoir bien concentrer le management sur des intérêts communs. On a vu bon nombre d'entreprises où, au moment où il pourrait y avoir des projets de cession ou des projets capitalistiques, des intérêts qui pourraient être divergents entre l'équipe de management et l'équipe et l'actionnaire. Et pour corriger le tir, eh bien, la mise en place de ces instruments permet un alignement parfait. Voilà, si je le dis de façon encore plus claire, vous avez vite fait de basculer dans le camp de l'acquéreur ou dans le camp de vendeur en fonction de là où vous vous situez. Pouvoir éviter, on va dire, des erreurs d'appréciation et limiter, on va dire, le désalignement, ces instruments sont absolument parfaits. Après, si vous êtes vraiment dans une logique de cession d'entreprise avec les différents pactes que l'on peut avoir, notamment sur des pactes d'Utreil, eh bien oui, ces instruments alors sont de véritables leviers permettant une transmission d'entreprise de façon optimale. Si vous êtes dans une start-up et que vous commencez votre aventure entrepreneuriale et que vous avez des moyens financiers qui sont faibles par rapport aux autres entreprises, et donc une partie de la fidélisation de vos collaborateurs vont se jouer sur des mécanismes de rétribution au travers des BSPCE, oui, ce sont des outils qui sont extrêmement puissants. Encore faut-il que ce ne soit pas de la monnaie de singe. Mais là, il y a une association au capital qui permet de pouvoir trouver une juste compensation, rémunération, une clause de retour à meilleure fortune en quelque sorte sur la durée. Et donc là, ce sont des instruments qu'il faut généraliser, qu'il faut, on va dire, appliquer. Alors, je comprends très bien la force obscure que Michel Rességuier disait tout à l'heure, qui peut avoir ses travers. Mais j'ai envie de dire, bien sûr qu'il peut y avoir des travers, bien sûr qu'il peut y avoir, même avec ces instruments, des désalignements, bien sûr, il peut y avoir des intérêts court-termistes, mais j'ai envie de dire, ça, c'est la force obscure. Et chacun dosera en fonction de sa situation personnelle. Mais dans les deux cas que j'ai cités, ce sont d'excellents instruments qui ne sont pas suffisamment généralisés en France. Michel, tu veux répondre? Après, je donnerai la parole à Benoît. Oui, c'est sûr, je ne suis pas d'accord du tout. Ouais. Parce que la question, c'est quelle est la responsabilité ultime du dirigeant, en fait, qui est derrière ça. Et la responsabilité ultime du dirigeant, c'est la pérennité de ce que la loi appelle l'entreprise, c'est-à-dire en réalité des activités, et non pas de la coquille, et non pas de la société. Et donc, alors ça ne veut pas dire qu'il doit se désintéresser évidemment des intérêts de ses actionnaires, c'est tout à fait légitime qu'il s'y intéresse, c'est un problème de loyauté. Mais quand même, il y a une hiérarchie. Et d'ailleurs, quand l'entreprise part en vrille, le tribunal sait rappeler aux dirigeants quelle est la hiérarchie et parfois le poursuivre à ce titre-là. Et donc, moi, je pense que ce n'est pas du tout un outil d'alignement sain, parce que le dirigeant, il doit d'abord être aligné avec les activités, avec la pérennité des activités, avec l'entreprise, et pas du tout avec la valeur d'actionnaire. Je pense qu'il y a et forcément, si vous voulez, moi j'essaie d'être fidèle à mon épouse, mais si vous mettez 15 jours enfermé avec une jeune femme dans une chambre d'hôtel, toute nue, etc., il y a un moment où je ne suis plus tout à fait sûr que le côté obscur de la force ne prendra pas le dessus sur ma bonne volonté, mes bonnes intentions. Voilà. Et mes engagements de loyauté vis-à-vis de mon épouse. Voilà. Donc si vous manipulez les gens, si vous voulez, vous leur mettez l'espoir de gagner 50 ans de salaire, 10 ans de salaire grâce à une plus-value, forcément, peu de gens sont capables de résister à cette tentation. Voilà, il y en a quelques-uns, c'est très beau, c'est très noble, mais ne mettons pas en place des outils qui viennent juste activer le pire de ce qu'il y a chez l'être humain. C'est dommage. Benoît, j'imagine que… Quelques éléments d'éclairage pour compléter cela. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas véritablement considérer que c'est une rémunération dans le cadre d'Artelia. En revanche, il y a quand même une attractivité liée au fait que chacun espère, en temps voulu, le jour où il vendra ses actions,
les vendre plus cher qu'il ne les a achetés. Donc, au bout du compte, il y aura un enrichissement supplémentaire. Donc, voilà, c'est une sorte de rémunération différée. On peut y mettre tous les mots que l'on veut. Je pense que cette question de la culture économique, elle est fondamentale. Et effectivement, c'est exigeant. Nous, on le répète à l'envi. Il faut absolument que chacun se comporte en tant qu'actionnaire. Et cette année, c'était aussi un stress test. De voir qu'avec la perspective que les résultats ne soient pas à la hauteur de l'année précédente, quel allait être le comportement de nos salariés actionnaires. Et ils ont tous extrêmement bien résisté. Je vous disais tout à l'heure qu'on a 850 actionnaires. Il y en a moins d'une main qui ont commencé à venir me voir en disant « oulala, je voudrais vendre, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà. Mais effectivement, ça nécessite cette exigence et cette rigueur-là, absolument. Ensuite, sur la question de est-ce que ça divertit, est-ce que les salariés de l'intérêt, le long terme versus le court terme, nous, on ne vit pas ça. On vit pas ça. Il pourrait y avoir une focalisation sur le court terme. Je pense que ça fait écho exactement à ce côté obscur ou pas obscur. Tout le monde vit ça plutôt comme étant un peu sa deuxième famille. Donc, il est engagé avec sa deuxième famille dans le long terme. Et voilà. Mais là aussi, tout ça, ça se travaille, ça se communique. Ça nécessite une gouvernance exigeante aussi, parce que le risque de ce modèle-là, c'est aussi qu'on est entre nous. Donc, ça peut tendre à du conservatisme, ça peut tendre à une certaine facilité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a renforcé, on a un conseil d'administration avec un nombre important d'administrateurs indépendants. Et voilà, donc tout ça, c'est un ensemble, il n'y a pas de solution magique. Et peut-être pour terminer sur ce sujet-là, c'est c'était intéressant de la réaction, enfin je réagis plutôt à une autre intervention sur la courbe de Gauss des rémunérations. Je pense que ce sujet-là, il est réel, de voir comment on gère les fins de carrière et faire en sorte que l'emploi puisse durer longtemps. Je pense que c'est une véritable exigence, on en a besoin. Nous, on est dans des métiers d'expertise, on voit bien nos experts, ils ont de la valeur, mais à certains moments, on a moins envie ou moins l'énergie ou moins la possibilité de tenir certaines positions. Donc, je pense que c'est un vrai sujet et culturellement, c'est très difficile en France, mais il va bien falloir y arriver à un moment à ce sujet-là. Tu es en mute, Frédéric. Merci Michel. Donc, je disais sur le débat entre Jérôme et Sylvie sur le plafonnement de la rémunération des dirigeants, je crois qu'on est sur un vrai sujet de fond. Je remercie Sylvie qui m'a dit au départ, moi je pense à un moment donné il faut plafonner quand même, mais bon c'est vrai, on peut le discuter sous différents angles. On n'a pas trouvé grand monde qui nous dise il faut plafonner la rémunération des dirigeants. Pour autant, est-ce que voilà, j'aimerais bien voir Thibaut, puisque vous êtes avec nous et vous avez été très intervenant au niveau du MEDEF. Il y a une position du MEDEF là-dessus. Est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce qu'il faut laisser faire les entreprises? Tous les arguments qu'a amené Jérôme sur la politisation de la société et donc de son rôle finalement plus global, même pas sociétal, mais politique. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne et est-ce qu'il faut aller au-delà d'un simple rapport ou d'index? Est-ce qu'il faut plafonner légalement? Vous avez déjà le code AFEP-MEDEF qui régule et donc qui est une instance de régulation. Donc, ce code de bonne conduite qui doivent être adoptés par les entreprises du CAC 40 ou les SBF 120 ou un code, on va dire, ils ont l'obligation d'adopter un code. Donc, ce code AFEP-MEDEF, aujourd'hui, il est globalement pris à 90% par les grandes entreprises du CAC 40 et du SBF 120. Donc, là-dessus, j'ai envie de dire que pour le moment, il y a une régulation qui s'opère. Ce qui a été choquant, et c'est la position à évoluer du MEDEF, c'est qu'auparavant, quand il y avait des problématiques de rémunération, le MEDEF considérait que c'était des affaires internes aux entreprises et que par conséquent, il n'avait pas à intervenir. Maintenant, le MEDEF intervient. Et si vous regardez la façon dont on est intervenu par le passé et même la façon dont Geoffroy Roux de Bézieux intervient aujourd'hui, quand il y a des rémunérations indécentes et quand il y a des non-performances à la clé avec des rémunérations importantes, eh bien le MEDEF est sur le pont pour dénoncer à la fois ce qu'elle peut demander, c'est un audit et de s'assurer qu'on ait bel et bien respecté le code AFEP-MEDEF. Donc là, le Haut Conseil des rémunérations se met en place et regarde ce qui se passe et interroge l'entreprise. Et à quasiment 100%,
une fois que la question est posée, le dirigeant s'autocensure, considère que même si le processus a été légal parce que ça a été approuvé par l'Assemblée générale, il ne touche plus à ces rémunérations extraordinaires ou complémentaires. Donc, j'ai envie de dire que le pli est en train d'être mis en place. Il y a des corrections systématiques quand c'est porté sur le débat public, et on peut regretter que ce soit mis sur le débat public. Après, sur le rôle de l'entreprise, alors moi, j'ai connu l'époque où on était encore sur un manège de combat avec un gouvernement qui était peu favorable à l'entreprise, néanmoins qui avait mis en place le pacte de responsabilité. Et quand est arrivé, on va dire, les premiers sujets sur le rôle sociétal de l'entreprise, on avait des positions assez fermées. C'est en train d'évoluer, néanmoins. Force est de constater que les entreprises qui ont été pionnières dans la modification de l'objet social de leur entreprise pour introduire de nouvelles orientations, ce sont tout de même des entreprises qui n'étaient pas en croissance. C'était des entreprises qui avaient mis en place des dynamiques RSE très fortes alors qu'elles avaient du mal à renouveler leur business model et se mettre en dynamique de croissance. Alors, il y avait des entreprises mutualistes, c'est assez aisé parce que c'est dans leur ADN de pouvoir être, on va dire, en phase avec leur environnement. Les entreprises mutualistes, les banques mutualistes, les assureurs mutualistes ont été les premiers à partir. En revanche, les entreprises qui se sont distinguées, et je pense notamment à celles qui marquent l'actualité aujourd'hui par le repositionnement de son dirigeant, étaient des entreprises qui avaient des problématiques de croissance. Je vous invite à relire le dernier article de Jean-Marc Daniel à ce sujet, où il liste toutes les entreprises qui ont été pionniers sur, on va dire, la modification de l'objet social. Ce sont des entreprises qui étaient en panne de rentabilité. Après… c'est quoi la conclusion, Thibaut? La conclusion Mais la conclusion, c'est que l'entreprise doit tout de même être focalisée sur sa responsabilité première qui est de générer des profits pour son investissement, générer des profits pour pouvoir rémunérer ses collaborateurs, générer des profits pour pouvoir s'inscrire dans la durée, que son rôle sociétal doit être pris en compte tenu du fait qu'il y a une aspiration très forte de la population sur la façon dont il faut que l'entreprise s'intègre, on va dire, dans la société. Mais sur le rôle politique qui a été décrié, là je me mets en faux, parce qu'elle commettrait des erreurs. Elle commettrait des erreurs d'appréciation, elle commettrait des erreurs puisqu'elle n'est pas programmée pour cela. Et on le voit sur un débat très, très juste, hein, je vais vous poser, malheureusement le temps va manquer pour pouvoir le faire, mais vous prenez le fait religieux en entreprise. Chaque fois qu'une entreprise a essayé de se mettre au diapason sur le fait religieux, elle s'est cassée la gueule. Elle s'est cassée la gueule, soit en essayant d'appliquer en entreprise les principes républicains, et en entreprise, on n'applique pas les principes républicains, on applique des principes privés, soit en essayant de faire la théologie, elle s'est cassée la gueule parce que elle s'est foutu les pieds dedans. Et donc, dès que l'entreprise sort de son rôle économique, c'est extrêmement dangereux. Alors, les grandes entreprises peuvent être outillées, armées en fonction de leur business social. Mais si vous êtes une PME, si vous êtes une TPE, si vous êtes même une ETI et que vous voulez sur ce segment-là, à la fois votre actionnaire pourrait vous le reprocher et en plus, vous avez toutes les chances de vous casser la gueule parce que vous n'êtes pas préparé à ça et parce que ce n'est pas votre rôle. En revanche, d'être plus en osmose avec votre environnement local, départemental, régional et dans l'attente de vos salariés, ce qui est ni plus ni moins la marque employeur, c'est à la fois utile, nécessaire, important pour motiver, recruter vos collaborateurs. Jérôme, je me permets de réagir, Frédéric. Oui, je suis en partie d'accord et en partie pas d'accord. En fait, je pense que ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que vous opposez en fait la réalisation ou on va dire économique, la création de valeur économique et la valorisation et les valeurs sociales et environnementales. Or, je pense moi qu'une entreprise qui ne vise pas ces valeurs sociales et environnementales comme étant la priorité dans son business model dans 10 ans est une entreprise qui est morte parce qu'elle n'aura plus d'actionnaires, elle n'aura plus de salariés, elle n'aura plus de consommateurs. Donc, en fait, je pense que je vais le dire de façon un peu poussée, mais je pense que à mes yeux, ce logiciel est obsolète, en fait. Et donc, on essaye de penser le monde de l'entreprise de demain avec les lunettes du passé. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un effort qui est demandé, mais pas seulement par les salariés, pas seulement en interne, mais par l'ensemble de la communauté des acteurs de la sphère économique, en fait. Et je dirais même, là, si on s'en réfère au passé, je crois que c'était au 18e, une entreprise qui se créait devait prouver qu'elle agissait pour l'intérêt général.
Aujourd'hui, il me semble qu'on a été dans un chemin peut-être pas totalement opposé, il ne faut pas caricaturer, pas pour tous, mais où, je dirais, on a oublié l'intérêt général quand on était à la tête d'une entreprise, enfin quand on crée une entreprise. Et je pense qu'il est totalement possible et nécessaire de réconcilier la création de valeur, la performance et le bien commun. Et pour moi, c'est ça tout l'enjeu. Alors, je ne parle pas, quand je parlais politique, c'est pas forcément sur des questions, je dirais, de religion. Voilà, je suis pas sûr que ce soit là, effectivement, ce que doit porter l'entreprise. Mais enfin, sur des sujets sociétaux, sur les sujets environnementaux, je pense que intégrer ces dimensions-là n'est pas une option, c'est une nécessité, et pas pour la société dans son ensemble, c'est une nécessité pour la pérennité de l'entreprise. Et je pense que c'est presque à court terme aujourd'hui et puis à moyen terme. Donc c'est là-dessus que, je ne sais pas si j'ai peut-être investi votre pensée. J'aimerais juste intervenir là-dessus parce que, en fait, moi, c'est vrai que de façon intuitive, en fait, je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'on a envie de porter ces projets-là, mais on a un exemple aujourd'hui avec Danone et Emmanuel Faber qui fait que ça rebat les cartes, où de nouveau on est retiré en arrière, où c'est quand même un patron de boîte, de grosse boîte là. Alors moi je lis juste là, je lis juste la presse et je suis pas dans le secret des dieux, mais c'est vrai que l'impression qu'on a qui en ressort, c'est que finalement, il va être mis un peu au banc en fait des patrons parce qu'il a eu ce projet, il a porté justement un projet d'entreprise environnementale, respectueuse et à l'échelle mondiale en plus de ça dans son développement. Et qu'aujourd'hui, il va un peu en subir les foudres parce que l'actionnariat minoritaire, en plus de ça, va lui reprocher justement un manque de performance et alors qu'il performe quand même, c'est encore une société très bénéficiaire, mais moins performante que d'autres. Oui, mais on reproche un manque de performance à court terme. Le sujet, c'est plutôt la performance à court et moyen terme. Je suis d'accord. Je pense qu'il est pionnier et je pense que, après, je n'adhère pas sur tout ce que dit Faber et sur tout son positionnement parce qu'il y a une schizophrénie en interne chez Danone qui est quand même assez forte. Il faut que tout le monde, ceux qui travaillent, sont assez choqués par ce qui se passe dans les deux sens. Donc, il y a un effet d'annonce qui est parfois un peu pénible à porter en interne. Et puis, je pense que probablement, il a d'une certaine façon raison trop tôt. Et il y a pour l'échec entre guillemets de Faber, qui n'est pas encore avéré, on verra ce que ça va donner, beaucoup d'autres entreprises qui se lancent dans cette voie-là et qui ont des très bons résultats. Donc, dire que ce sont les entreprises qui auparavant avaient des mauvais résultats ou pas suffisamment, qui sont lancées dans cette voie, je trouve que c'est mettre des freins un peu rapidement à une évolution, moi, qui me paraît plus que souhaitable et qu'on a le droit d'avoir une position aussi, alors ça va être un grand mot, mais presque éthique, ou en tout cas volontariste sur ce sujet. Rassurer, mais il faut… Désolé, il faut qu'on… Une seconde. Pour dire que le vent du pouvoir et de la jurisprudence, notamment, c'est quoi? C'est le fait que l'entreprise est maintenant responsable de tout et de tous les maux. Comme c'est une des dernières institutions qui tient à peu près debout, eh bien, les chefs d'entreprise sont tenus maintenant de prendre en charge leurs salariés quasiment de l'école jusqu'à la fin. Donc, une responsabilité sociale et sociétale qui est en train de s'étendre de façon considérable, ce dont il faut bien tenir compte, malheureusement. Thibaut, vous voulez le mot de la fin peut-être? Non, j'ai trop parlé. Et, bon, en tout cas, le régulateur mettra en place, on va dire, l'ensemble de ces dispositifs. Et je fais confiance à nos 10 500 lois, nos 127 000 décrets, 400 000 normes pour pouvoir cadrer, on va dire, sur cet aspect RSE. Et la Cour de cassation. Mais la Cour de cassation pour rythmer la vie de l'entreprise. En tout cas, on ne peut pas terminer là-dessus quand même. Merci à tous. On aurait pu parler encore bien longtemps sur ces sujets, même si on a dérivé un petit peu, mais bon, quand on parle partage de la valeur et responsabilité de l'entreprise, évidemment, on dérive. En tout cas, voilà. Merci beaucoup pour vos interventions. C'était riche. Et ben, j'espère qu'on pourra se retrouver sur peut-être un autre débat pour pousser, parce que j'avais encore plein de questions que vous avez soulevées dans ces débats. Mais voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Un grand merci. Au revoir. Au revoir.